Chapitre 87. Dans cette même année 1802, Georges, protégé par Bonaparte et Duchesnois par Joséphine, était engagé au Théâtre-Français à 4000 francs d'appointement. 6 mois après, elles étaient sociétaires à demi-part. C'était le comble de la faveur, et il ne fallut pas moins que l'influence de Bonaparte d'un côté et celle de Joséphine de l'autre pour arriver à ce double résultat. « Comment Napoléon vous a-t-il quitté » demandai-je un jour à Georges. « Il m'a quitté pour se faire empereur, » répondit-elle. En effet, l'événement dont on s'occupa le plus en France après les débuts de Georges et de Duchesnois comme princesse tragique, ce furent les débuts de Napoléon comme empereur. Ces débuts-là non plus ne furent pas exempts de cabale. Les rois sifflèrent. Mais le grand acteur qui donnait au monde le spectacle de son usurpation les fit taire à Austerlitz, et à partir de ce moment jusqu'à la retraite de Russie, il faut le dire, les claqueurs furent pour lui. Cependant, la littérature impériale allait son petit train. On avait joué en 1803 le roman d'une heure d'Hoffmann, on avait joué en 1804 Shakespeare amoureux d'Alexandre Duval, Molière avec ses amis d'Andrieux et la jeune femme colère d'Étienne. On avait joué en 1805 le tyran domestique et le menuisier de Livonie d'Alexandre Duval, le Tartuffe de Meurt de Chéron, Madame de Sévigné de Bouilly, les filles à marier de Picard. Enfin, on avait joué en 1806 les marionnettes de Picard, la jeunesse d'Henri V d'Alexandre Duval, Omasis ou Joseph en Égypte de Baour-Lormian et les Templiers de Renoir. Le grand succès de cette dernière période avait été les Templiers et la jeunesse d'Henri V. La jeunesse d'Henri V était empruntée à une comédie fort légère du dramaturge Mercier. Cette comédie, non représentée mais imprimée et publiée, était intitulée « Charles II dans un certain lieu ». Rien n'avait troublé Alexandre Duval qu'un mot, un seul mot de Mercier. Mercier était brouillé avec la comédie française qui, dans sa dignité offensée, avait juré que jamais une pièce de Mercier ne serait représentée au théâtre de la rue de Richelieu. Le soir de la représentation de la jeunesse de Henri V, Alexandre Duval se pavanait au foyer. Mercier s'approcha de lui et, lui touchant l'épaule, « Dis donc, Duval, fit-il, les comédiens français qui avaient dit qu'ils ne joueraient plus rien de moi, les imbéciles !» Alexandre Duval se gratta l'oreille, rentra chez lui, eut la jaunisse et resta 2 ans sans rien faire. Au reste, le véritable succès de l'année, le succès littéraire, fut pour les Templiers. En effet, cette tragédie est l'œuvre dramatique la plus remarquable de toute l'époque impériale. Aussi, elle eut un prodigieux succès et fit un argent fou et du coup porta, je crois, son auteur à l'Académie. Le rôle de la reine était le second rôle que créa Mademoiselle Georges depuis son entrée au Français, et il y avait déjà 4 ans qu'elle y était entrée. À cette époque, on le voit, les créations tragiques étaient rares. Son premier rôle avait été Calypso dans une tragédie de Télémaque. Qui avait pu faire, demandera le lecteur, une tragédie de Télémaque? Un monsieur Lebrun quelconque. Mais, ma foi, je suis comme Napoléon, je crains de me tromper. Était-ce Lebrun Pindare? Était-ce Lebrun l'ex-consul? Était-ce Lebrun le futur académicien, pair de France, directeur de l'imprimerie impériale? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que le crime a été commis. Paix aux coupables, et que, mort ou vivant, il dorme d'un sommeil aussi calme et aussi profond que sa tragédie, où, à côté de Georges, mademoiselle Duchesnois joua le rôle de Télémaque, et qui tomba, malgré la réunion de ces 2 talents, comme 20 ans plus tard tomba le Cid d'Andalousie, malgré la réunion de Talma et de mademoiselle Mars. Quant au Cid d'Andalousie, comme nous assistions à la première représentation, nous savons quel en était l'auteur. C'était Pierre Lebrun. L'immense succès qu'obtinrent les Templiers fit tressaillir de joie Napoléon. Tous les ans, il continuait de demander ses 300 000 conscrits au ministre de la guerre et son poète au grand maître de l'université. Il crut avoir trouvé son poète dans M. Renoir. Malheureusement, M. Renoir était fort occupé pendant toute la semaine et ne pouvait être poète que le dimanche.
Il résulta de ces occupations que Renoir ne put faire que 3 tragédies. Les Templiers, dont nous avons parlé, les États de Blois, qui ne valaient pas les Templiers, et Caton d'Utique, qui ne valait pas les États de Blois. Napoléon était désespéré. Il se remit à demander ses 300 000 conscrits et son poète. En 1808, après 4 ans de règne, il avait M. Renoir et M. Baour-Lormian, l'auteur des Templiers et l'auteur d'Omasis. C'était la moitié d'un poète par année. En régnant 14 ans, il aurait eu la Pléiade. Nous ne parlons pas des poètes de la République, des Chénier, des Ducis, des Arnaud, des Jouy, des Lemercier. Ceux-là n'étaient point des poètes de sa création. Or Napoléon était un peu comme Louis XIV et n'estimait que les ducs qu'il avait faits. Ce fut vers cette époque que les batteurs d'estrade, dépêchés par M. de Fontaine, firent grand bruit d'un poète qu'on venait de découvrir et qui mettait la dernière touche à une tragédie. Ce poète s'appelait Luce de Lancival. Nous en avons déjà parlé et nous avons raconté ce que lui fit et ce que lui dit Napoléon. Il avait bien déjà, ce cher monsieur Luce de Lancival, commis 2 petits péchés de jeunesse qu'on appelait mucus caevola et, ma foi, j'ai oublié l'autre nom. Mais ces péchés étaient si petits et leur chute avait été si grande qu'il n'en était plus aucunement question. Malheureusement, Luce de Lancival s'en tint à Hector. Nommé professeur de belles-lettres, il professa. C'était le 3e poète qui fondit dans les mains de Napoléon. L'année précédente, il était arrivé un grand événement au Théâtre Français, à la suite de la représentation de la tragédie d'Artaxerxès. Il y avait à Paris un homme qui, toutes les fois que Napoléon demandait un poète, portait la main à son chapeau et disait « Présent ». C'était César Delrieux, l'auteur de la susdite tragédie. Nous l'avons connu tous. Il était impossible d'avoir reçu du ciel, avec moins de talent, un amour-propre plus ingénu et un orgueil plus candide. Les mots de Delrieux forment un répertoire qui n'a pas son pareil, peut-être, excepté dans les archives de la famille de la Calprenède. Nous avons tous connu aussi un garçon nommé Perpignan, à qui il était arrivé toutes sortes d'accidents et qui avait fini par être censeur. C'était lui qui allait, aux dernières répétitions des pièces, vérifier s'il n'y avait rien dans le costume des acteurs qui blessa la morale, rien dans leurs gestes qui provoqua au mépris du gouvernement et au renversement de l'ordre de choses établi. Il avait fait dans sa vie, au gymnase, une pièce qui était outrageusement tombée et à propos de laquelle Poisson lui reprochait éternellement la dépense qu'il l'avait forcé de faire d'un perroquet empaillé. Cette pièce s'appelait L'oncle d'Amérique, et en inscrivant Perpignan sur la liste des gens de lettres, elle le faisait, bon gré mal gré, confrère de M. de Chateaubriand comme de M. Viennet. Hâtons-nous de dire, à l'honneur de Perpignan, qu'en général, il n'usait de cet avantage que pour se moquer de lui-même. Enfin, il en usait. Un soir, en montant le magnifique escalier qui conduit au foyer de l'Odéon, il rencontre Delrieux. « Bonjour, confrère, lui dit-il. « Imbécile, répond Delrieux blessé. « Ah, c'est bien comme ça que je l'entends, répond Perpignan de l'air le plus gracieux du monde. » À la reprise d'Artaxerxès, que nous avons vue et que Delrieux avait sollicité 20 ans, la pièce tant prônée par son auteur fit ce que l'on appelle, en termes de théâtre, un four complet. 15 jours après, un de ses amis le rencontre. « Eh bien, lui dit-il, te voilà raccommodé avec les comédiens français ? Avec eux, jamais. Que t'ont-ils donc fait encore ? Ce qu'ils m'ont fait. Imagine-toi que ces brigands-là, tu sais, mon Artaxerxès, un chef-d'œuvre. » « Oui. »« Eh bien, ils le jouent juste les jours où il n'y a pas de recette. » Et jamais il ne pardonna ce mauvais tour à messieurs de la Comédie-Française. Mais les mots de Delrieux nous mèneraient trop loin. Sautons à reculons de la reprise d'Artaxerxès à sa première représentation et nous nous retrouverons au 30 avril 1808. Mademoiselle Georges avait créé le rôle de Mandane et l'avait joué 4 fois. Mais le jour de la 5e représentation, un bruit sinistre se répandit au théâtre et du théâtre passa dans la ville. Mandane avait disparu.
C'était un satrape autrement puissant qu'Arbas qui l'avait enlevé. C'était Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies. Les Russes n'ont jamais eu d'autre littérature aristocratique que la nôtre. Les Russes ne parlent pas généralement russe. En échange, ils parlent bien mieux français que nous. Le théâtre français était riche en têtes couronnées à cette époque. Il possédait en reine tragique seulement Mademoiselle Raucourt, Mademoiselle Duchesnois et Mademoiselle Georges. L'empereur Alexandre pensa tout naturellement que les riches devaient prêter aux pauvres. D'ailleurs, les Russes venaient de perdre Austerlitz et Eylau, ils avaient bien droit à une compensation quelconque. L'affaire s'était faite par l'entremise de la haute diplomatie russe. C'était M. de Narishkin, remplissant les fonctions de grand chambellan, qui, de la part de l'empereur, avait chargé M. de Beckendorf de préparer cette fuite. Elle avait eu lieu dans le plus grand secret. Cependant, 24 heures après la disparition de Mademoiselle Georges, le télégraphe jouait sur la route du Nord. Mais, on le sait, les actrices qui fuient le théâtre français ont des ailes bien autrement rapides que celles du télégraphe, et jamais une seule n'a été rattrapée. Mademoiselle Georges entrait donc à Kehl au moment où la nouvelle de sa fuite arrivait à Strasbourg. C'était la première défection qu'éprouva l'empereur Napoléon. Hermione, l'ingrate Hermione, passait à l'ennemi. Mademoiselle Georges ne fit halte qu'à Vienne, dans le salon de la princesse Bagration, mais comme nous étions en paix avec l'Autriche, l'ambassadeur de France s'émut et réclama Mademoiselle Georges. C'est ce que l'on appelle en termes diplomatiques un casus belli, et Mademoiselle Georges reçut l'invitation de continuer sa route. Si le lecteur ne sait pas ce que c'est qu'un casus belli, il peut s'informer auprès de M. Thiers. Pendant ces 2 ou 3 ministères, M. Thiers a présenté aux puissances 2 ou 3 casus belli auxquels les puissances n'ont pas fait la moindre attention et qui, par conséquence, lui sont revenus tout neufs et sans avoir servi. 4 jours après, la fugitive s'arrêtait chez le gouverneur de Vilna, où elle faisait sa seconde halte au milieu des bravos de toutes les princesses polonaises, non seulement de la Pologne, mais encore du monde entier. On sait que rien n'est plus éparpillé sur le globe que les princesses polonaises, si ce n'est les princes russes. 10 jours après, Mademoiselle Georges était à Saint-Pétersbourg. Après avoir débuté à Peterhof pour l'empereur Alexandre, pour ses frères Constantin, Nicolas et Michel, pour l'impératrice régnante et pour l'impératrice mère, Mademoiselle Georges, précédée d'un immense succès, débuta au théâtre de Pétersbourg. Il va sans dire qu'au théâtre de Pétersbourg, on jouait l'ancien répertoire surtout. Alexandre enlevait à Napoléon ses acteurs, mais hélas, il ne pouvait guère lui enlever ses poètes. Les poètes étaient trop rares en France pour que Napoléon n'eût pas l'œil sur ceux qu'il possédait. Chateaubriand et Madame de Staël, les 2 grands poètes de l'époque, erraient bien à l'étranger, mais ce n'étaient pas des poètes dramatiques. On jouait donc Mérope, Sémiramis, Phèdre, Iphigénie et Andromaque à Pétersbourg, avec plus d'acharnement encore qu'on ne les jouait à Paris. Cependant, si la littérature restait en route, la politique allait son train. Napoléon avait conquis la Prusse en une vingtaine de jours, il avait daté de Berlin son décret sur le blocus continental, et il avait fait son frère Jérôme roi de Westphalie, son frère Joseph roi d'Espagne, son frère Louis roi de Hollande, son beau-frère Murat roi de Naples, son beau-fils Eugène vice-roi d'Italie. En échange, il avait défait une impératrice. Joséphine, reléguée à la malmaison, avait cédé la place à Marie-Louise. Ce grand conquérant, ce grand stratégiste, ce grand politique n'avait pas remarqué que toutes les fois qu'un roi de France touchait la main de l'Autriche, il lui arrivait malheur. Quoi qu'il en soit, l'avenir terrible était encore caché dans les drapeaux d'or de l'espérance. Le 20 mars 1811, Marie-Louise avait donné, en présence de 23 personnes, la naissance à un enfant sur la tête blonde duquel son père avait posé la couronne que, 19 siècles auparavant, Antoine avait offerte à César. L'Europe à cette époque avait, comme les mers du Nord, entre 2 gigantesques tempêtes, des jours de calme pendant lesquels elle reflétait la poésie. Pendant un de ces jours de calme, l'empereur Napoléon avait donné à Erfurt rendez-vous à tous les souverains d'Europe. Le roi de Saxe, son vieil et fidèle ami, lui prêtait son royaume pour cette fastueuse hospitalité.
En même temps que les rois et les reines du monde, Napoléon avait convoqué les rois et les reines de l'art. Princes couronnés d'or ou de laurier, princesses couronnées de diamants ou de roses, étaient accourus à l'appel. Le 28 septembre 1808, 6 nains furent représentés devant l'empereur Napoléon, l'empereur Alexandre et le roi de Saxe. Le lendemain, 29, ce fut le tour de Britannicus. Dans cet intervalle de 24 heures, l'auguste assemblée s'était augmentée du prince Guillaume de Prusse, du duc Guillaume de Bavière et du prince Léopold de Saxe-Cobourg qui, plus tard, en perdant sa femme, la princesse royale d'Angleterre, et l'enfant qu'en mère jalouse elle entraînait dans sa tombe, devait perdre à la fois 3 couronnes et avec elle le fameux trident de Neptune que Lemierre appelait le sceptre du monde. Le 2 octobre, Goethe arriva à son tour. Il avait le droit de se faire attendre. De tous les noms de princes que nous venons de citer, n'en déplaise à messieurs de la rue de Grenelle, le nom de l'auteur de Faust est peut-être le seul qui survivra. Le 3, on représenta Philoctète. Ce fut pendant cette représentation qu'Alexandre, à ce vers de Philoctète, « L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux », tendit à Napoléon cette main que 3 ans plus tard il devait lui retirer, et qui lui fit tellement faute qu'il glissa dans la neige et dans le sang de Moscou à Waterloo. Au second acte de Philoctète, le roi de Wurtemberg arriva, mais sans qu'on se dérangeât pour lui. Il alla prendre sa place sur un des fauteuils réservés au roi. Le 4 octobre, Iphigénie en Aulide fut représentée. Le roi et la reine de Westphalie arrivèrent pendant cette représentation. Le lendemain, ce fut le jour de Phèdre. Le roi de Bavière et le prince Prima étaient arrivés pendant cette matinée. Le 6, la mort de César fut représentée. L'auditoire couronné était au grand complet. Il y avait 2 empereurs, 3 rois, une reine, 20 princes et 6 grands-ducs. Après le spectacle, l'empereur dit à Talma « Je vous ai tenu à Erfurt la parole que je vous avais donnée à Paris, Talma. Je vous ai fait jouer devant un parterre de rois. » Le 14 octobre, jour anniversaire de la bataille d'Iéna, Napoléon quitta Erfurt, laissant à Goethe une croix de la Légion d'honneur. 4 ans après, presque jour pour jour, Napoléon entrait en vainqueur dans la capitale de l'Empire russe. Un décret daté du Kremlin, écrit à la lueur mouvante de l'incendie, réglait les intérêts des sociétaires de la rue de Richelieu. C'était donc désormais une guerre d'extermination entre ces 2 hommes qui, à Tilsit, s'étaient rencontrés sur le même radeau, qui, à Erfurt, s'étaient assis côte à côte, qui s'étaient appelés l'un Charlemagne, l'autre Constantin, qui, coupant le monde en 2 parts, s'étaient adjugés l'un l'Orient, l'autre l'Occident, et qui devaient, à 5 années d'intervalle, s'en aller mourir aussi tristement l'un que l'autre, celui-ci au milieu de la mer Atlantique, celui-là sur les bords de la mer d'Azov. Les comédiens français apprirent à Pétersbourg l'entrée de l'empereur à Moscou. Ils ne pouvaient rester dans une capitale ennemie. Ils obtinrent congé et partirent pour Stockholm, où, après un voyage de 3 semaines, ils arrivèrent en traîneau. Là, c'était encore un Français qui régnait, ou plutôt qui soutenait la couronne au-dessus de la tête du vieux duc de Sudermanie, lequel faisait son intérim de roi. Bernadotte reçut les fugitifs, comme les eût reçus son compatriote Henri IV. Une halte dramatique de 3 mois eut lieu dans cette Suède, notre ancien allié, qui devait, sous un roi français, devenir notre ennemi. Puis on partit pour Stralsund, où l'on demeura 15 jours. La veille du départ, M. Decamps, officier d'ordonnance de Bernadotte, vint trouver Mademoiselle Georges. Hermione allait être utilisée comme courrier d'ambassade. M. Decamps apportait une lettre de Bernadotte. Elle était adressée à Jérôme Napoléon, roi de Westphalie. Cette lettre était de la plus haute importance. On ne savait où la cacher. Les femmes ne sont jamais embarrassées pour cacher une lettre. Hermione cacha la lettre de Bernadotte dans la gaine de son busque. La gaine de leur busque, c'est le fourreau de sabre des femmes. Monsieur Decamps se retira médiocrement rassuré. On tirait si facilement le sabre du fourreau à cette époque-là. L'ambassadrice partit dans une voiture donnée par le prince royal. Elle portait sur ses genoux une cassette qui renfermait pour 300 000 francs de diamants.
On ne secoue pas 3 couronnes sans qu'il en tombe quelque chose. Diamants dans la cassette, lettres dans le busc, arrivèrent sans accident jusqu'à 2 journées de Cassel, capitale du nouveau royaume de Westphalie. On voyageait nuit et jour. La lettre était si pressée, les diamants avaient si grand peur. Tout à coup, au milieu de la nuit, on entendit un grand bruit de chevaux et l'on vit briller une forêt de lances. Un gigantesque hurrah retentit, on était tombé au milieu d'une nuée de Cosaques. Bien des mains s'étendaient déjà vers la portière quand un jeune officier russe apparut. Jamais Hippolyte ne s'était montré plus beau au regard de Phèdre. Georges se nomma. Vous vous rappelez l'histoire de l'Arioste, cette gravure qui représente les bandits à genoux. La génuflexion, cette fois, était bien autrement naturelle devant une jeune comédienne que devant un poète de 40 ans. La horde ennemie devint une escorte amie qui n'abandonna la belle voyageuse que pour la céder aux avant-postes français. Une fois confiés aux avant-postes français, Georges, la lettre et les diamants étaient sauvés. On arriva à Cassel. Le roi Jérôme était à Brunswick. On partit pour Brunswick. C'était un roi fort galant que Jérôme, fort beau et fort jeune. Il avait 28 ans à peine. Il se montra on ne peut plus empressé de recevoir la lettre du prince royal de Suède. Je ne sais plus bien s'il l'a reçue ou s'il l'a pris. Ce que je sais, c'est que l'ambassadrice resta 1 jour et 1 nuit à Brunswick. Il ne fallait pas moins de 24 heures, on en conviendra, pour se remettre d'un pareil voyage.